Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue les amis pour ce 8e épisode de Déblayage sur TG+, bien entendu. Vous le savez, canal 30 de toutes les box dans toute la France et puis dans tout le monde à partir d'internet. On est en Mondovision, comme on dit, j'aime bien le dire, tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave. C'est pour mon ego, tu vois, de savoir qu'on est diffusé partout. On a un plateau original aujourd'hui. On est allé chercher de la neige et du rugby rural. Et vous allez voir, on s'est régalé. Tout ça avec un plateau que je vais vous présenter. Tout de suite, on va commencer par nos amis à droite du RCVMT. Alors, qu'est-ce que c'est que le RCVMT? Tu vas nous dire, Thibaut. Le rugby club Vif Monestier-Trièves. Ah oui, Vif Monestier-Trièves. Voilà. J'ai déjà perdu mon oreillette au bout de 8 secondes. Je suis bien barré. Voilà. Thibaut, comment ça va? Ça va, super. Merci pour l'invitation. Joueur et capitaine de cette équipe. Ouais. C'est ça, depuis combien de temps? Depuis 2014. Depuis 2014. Ouais. C'est-à-dire, Étienne, tu avais 4 ans à peu près en 2014. Non, allez, excusez-moi, j'ai une petite pause oreillette. Voilà, c'est pas grave. Le temps derrière de passer la parole à Philippe. Ça va, Philippe? Ça va, ça va. Toi, tu es le coach de la ligne arrière, des lignes arrière de ce club. Ouais, ça va? Ça va, ça va. Première émission pour vous deux avec nous. Hein. À côté de vous, on a la Ligora qui est représentée, pas par n'importe qui, le vice-président de la Ligue du secteur sud, je ne vais pas dire de conneries, mais surtout en charge au niveau de la Fédération française de rugby, du développement du rugby à 5, presque ça. C'est ça, Hugo. Ferratier, ça va? Ça va, c'est impeccable, bien remis. Bien remis. Alors justement, tu dis bien remis parce que tu as organisé avec toute ton équipe, évidemment, de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, ce premier tournoi des sommets. Tournoi des sommets à La Plagne, ouais. Et on va en parler parce qu'on y était ensemble et on s'est régalé. On s'est régalé. C'était très sympa. Tu es venu avec le responsable des partenariats, c'est comme ça, c'est ton rôle? Oui, Mathieu, très bien, Hugo, très bien. Et qui est celui qui a aujourd'hui, on est obligé de le tacler un peu parce qu'il vient du foot principalement. Mathieu Lieudenot, ça va Mathieu? Salut Hugo, ça va et toi? Ça va bien, je te remercie Mathieu. On dit que tu viens du foot, mais ça fait quand même une paire d'années que tu bosses. Je viens du foot, oui, mais ça c'est la richesse du rugby, l'ouverture à tout le monde. Voilà. Et je pratique le rugby avec au RC Cessin, avec les OBB, les All Blackburn, où on pratique tous les jeudis soirs du rugby à toucher. Donc, mais on t'a pas vu... Je pensais que tu aurais pu jouer avec ton équipe. Quand on est dans l'organisation, on ne joue pas. On a tous des bonnes excuses d'avance. Moi, pareil, j'avais le micro, je ne pouvais pas. Voilà. À ta droite, mon cher Mathieu, nous avons 2 Tullinois. Thibaut, comment ça va? Ça va, très bien. Ouais. Bien remis, tu gardes des stigmates un peu du match? Ouais, un petit peu, ouais. Un petit peu, match accroché, visiblement. C'était pas eux, je crois, donc ça va. Ça va alors. Et à côté de toi, Étienne, pas de stigmates? Un petit peu, mais je suis pas un grand combattant, donc c'est normal. Ouais. Vous représentez le club de Tullin. Vous allez nous parler. Tullin, qui est le premier club dans lequel j'ai joué il y a très longtemps, mais tu n'étais presque pas né. Parce que c'était en 2000. Souvent, j'ai l'impression. C'était en 2002, tu avais 2 ans. Ouais. Voilà. J'ai pas de licence encore. Non, là tu vois, j'ai pris encore un petit coup de vieux. Les amis, c'est parti, bien sûr, pour le jingle. On va d'abord parler des résultats et des classements, et puis il y a beaucoup de choses à dire. C'est parti. Allez, c'est parti avec les résultats et classements. On va d'abord parler de Pro D2, bien sûr, la seconde division. Avec les résultats qui s'affichent à l'écran. Et vous le voyez, on va aller côté de Grenoble. Une défaite, mais une défaite... Comment on appelle ça? Une défaite encourageante. Alors les coachs, ils n'aiment pas bien ce mot de défaite encourageante. Néanmoins, c'était un petit peu ça. Il y avait du mieux dans ce match à l'extérieur du côté des Grenoblois qui marqueront 2 essais par Razakou et Hardwick, mais qui s'inclinent quand même face au BO. Voilà, ça reste quand même... Une défaite, certes encourageante, mais une défaite quand même à Biarritz, 22-15. Le VRDR, lui, s'incline du côté de Aurillac, 32-21. Aurillac, décembre-janvier, c'est jamais la bonne période pour les jouer, ça se confirme. Évidemment, on remarquera que Vannes a gagné du côté de Oyonnax et continue son très gros championnat, le classement de cette Pro D2. Vannes est premier devant Provence Rugby. Il faut descendre un peu pour chercher Valence Roman, 4e, encore très bien qualifiable et dans les clous. Et Grenoble est 10e, 38 points. Attention, 38 points, c'est 3 points de retard sur le 8e, mais c'est surtout sur le 6e, il va falloir chercher encore 7 points. Il va falloir s'accrocher du côté de Grenoble pour remonter dans le classement. Derrière, Dax et Carcassonne ferment la marche. Le national se jouait également avec Chambéry
Chambéry qui n'a pas pu effectuer son match du côté du REC à Rennes. Par contre, Bourgoin enfin enchaîne un petit peu avec une victoire, certes contre le dernier, mais une victoire qui fait du bien en Berjali, puisqu'on manquait de points du côté de Bourgoin. Bourgoin qui s'impose contre Tarbes 15-10. C'est pas le match de l'année, mais ce sont 4 points qui vont compter. Vous le verrez tout à l'heure dans le classement. Bourgoin s'impose donc contre Tarbes. Du côté de Bourg-en-Bresse, on était en déplacement, malheureusement pour nos amis bressans. On s'incline avec, malgré des essais de Iglesias et Ortiz. Et c'est Stringer qui marquera pour Marc-en-Barreuil, le club recevant les Lillois. C'était un match également très important pour les Bressans pour essayer de recoller avec la 6e place qualificative. Malheureusement, là, ça va se compliquer un petit peu. Enfin, du côté de nos amis, non, j'ai bien dit, c'est bon, CSBJ, Bourg et tout, on a fait le tour, on va passer au classement. Si possible. J'en ai pas parlé. Voilà, super. Albi, donc, premier devant Nice. Narbonne et Chambéry, 3e et 4e. Périgueux et Massy, juste derrière. On remarquera le classement très serré entre Albi, premier, et Périgueux, 5e, puisqu'il y a 4 points d'écart simplement pour ces 5 équipes. Massy derrière avec 55 points. L'écart est fait avec Bourg-en-Bresse. C'est les 6 premiers qui sont qualifiables. Il va falloir s'accrocher. Évidemment, voilà pour la nationale. Un petit mot de la nationale 2, un grand mot même d'ailleurs, puisqu'il y avait un seul match. C'était un match en retard. Et nos amis au Savoyard de Rumilly recevaient Vienne dans ce match en retard et s'imposent par une petite marque, 20-17, mais avec 2 essais de Barbeau et Chabriol. C'est Dalmasso et Louamanou qui ont marqué pour le CS Vienne Rugby. On remercie le club de Rumilly pour nous avoir transmis ces images. Au niveau du classement, Mâcon premier avec 49 points devant Auch 48, Aubenas 47, Rumilly 47, Vienne 47. Là aussi, tir groupé en tête. Il n'y a que 2 points entre Mâcon et Vienne. Nîmes est derrière 6e avec 40 points. Le Servette de Genève un petit peu en retard avec 39 points. Derrière, Pierre-Latte, Tricastin et Lannemezan sont derniers et avant-dernier de ce classement. On peut peut-être parler, Stéphane, avec toi qui est un Dromois, tu connais bien peut-être la situation de Tricastin qui a accepté cette montée en National 2. Il n'était pas forcément prévu, c'était une invitation un petit peu de dernière minute, ils l'ont pris avec courage. Pas une saison facile, même si on voit qu'ils s'accrochent. Pas une saison facile, mais ils ont commencé à prendre la mesure de la catégorie et on a pu voir dernièrement qu'ils ont fait des bons résultats. Ils ont gagné, ils sont allés prendre un point de bonus défensif à Aubenas. Et là, ils ont un match en retard, donc on est assez confiant pour qu'ils puissent se maintenir. Ben voilà, vous savez quoi ? Je l'enlève, elle est tombée, c'est pas grave, on fera 100. On parlera plus en régie, c'est comme ça. Le classement, je l'ai donné de la Nationale 2. Eh bien, voilà, tu gardes la parole, Stéphane. On était à Tricastin. On va mettre ta fiche de présentation. Tu vas nous donner un petit peu ton parcours, un parcours bien dans la Drôme. Un parcours bien dans la Drôme et dans l'Ardèche. Écoute, j'ai commencé le rugby dans un petit village qui s'appelle Grane. Et puis après, j'ai grandi rugbystiquement à Grane de l'âge de 5 ans jusqu'à 15 ans. Après, je suis parti jouer à la Voulte. Et puis, quand je suis arrivé en junior à la Voulte, j'ai commencé à faire mes premiers matchs en national. Alors, il y a beaucoup qui sont autour de la table qui ne connaissent pas, mais ça s'appelait le groupe B. Donc, je pense que mon voisin de gauche l'a connu, mais les autres, ça ne leur parle pas. Donc, c'était un peu l'équivalent de la Pro D2. Et puis après, je suis parti jouer un peu en Fédéral 3 sur Privas, Loriol, Tournon. J'ai fait une petite pause de 5 ans entre 37 et 42, puis j'ai refait 2 saisons pour pouvoir jouer avec mon fils. Et j'ai fini à l'âge de 43 ans en équipe réserve avec une finale à Grane, donc avec le club de Cré qui est le club voisin, mais à Grane, où tout avait commencé. Et puis j'avais pu faire aussi une demi-finale juste avant à la Voulte, donc c'était mes 2 clubs de cœur, pardon. Tu as réussi à jouer avec ton fiston, j'ai joué avec mon fils, c'est extraordinaire. Et puis avec le rugby à 5, j'ai joué avec ma femme, ma fille, et j'espère au mois de mai pouvoir jouer avec mon petit-fils. C'est magnifique, effectivement. Quel âge il a ton petit-fils ? Il va avoir 14 ans. Ah oui, c'est presque l'âge d'Étienne Vézin, du coup, sur cette émission. Voilà, il fallait un fil rouge, mon cher Étienne. Comment, du coup, tu es arrivé un petit peu au rugby à 5 et aujourd'hui à être en charge pour la fédération du rugby à 5 Le rugby à 5, c'est tout bêtement, sur ma dernière saison à Cré, les féminines voulaient jouer au rugby à 5 et elles voulaient qu'on les entraîne. Donc j'ai commencé par les entraîner et puis moi j'ai bien accroché avec cette pratique.
Donc quand j'ai basculé, lors de ma dernière saison, je faisais les deux et après j'ai naturellement continué. Et puis j'étais impliqué dans le club, j'ai été un peu impliqué au niveau de Drôme-Ardèche, puisqu'à l'époque il y avait la Drôme-Ardèche. Et en 2018, à la création de la Ligue, la Ligue sont venus me chercher pour prendre ça en main. Donc j'ai fait pendant 3 ans bénévole à la Ligue pour m'occuper du rugby à 5. Et lors des premières élections dans l'équipe à Thierry, ils sont venus me chercher pour être le référent sur la Ligue. Donc j'ai été élu. Et puis voilà, le travail paye, comme on dit. Donc j'ai été reconnu aussi au niveau fédéral. Donc ça fait 2 ans que je suis en charge au niveau fédéral du rugby à 5. On va justement en parler de ce rugby à 5. Avant, quand même, je voudrais faire honneur à Mathieu qui est avec nous. Mathieu, qui est lui aussi représentant de cette Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Tu es arrivé il y a quelques années, puisque au tout début de LSD, tu étais déjà là. Donc, je suis arrivé en 2006 au Comité des Alpes. Oui, c'est ça, le Comité des Alpes, effectivement, avant, qui a migré exactement. Après avec la réforme. J'ai grandi, exactement. Alors, toi, tu ne viens pas du rugby, on te taquinait un petit peu comme ça. Néanmoins, tu fais partie de ceux qui développent justement cette Ligora. Tu vas nous en donner un petit mot peut-être de la Ligora. La Ligora, c'est une ligue qui est extrêmement grande. Hein. La Ligora, oui. Après, le but de la Ligue, c'est vraiment le développement et la promotion du rugby amateur, comme on aime à le dire. La Ligora, c'est les 12 départements. Donc, c'est vraiment la région administrative. C'est la plus grosse en... Non, on est la 3e Ligue de France en termes de licenciés. Il y a la Nouvelle-Aquitaine. On va dire qu'il va de La Rochelle jusqu'à Bayonne. Ah oui. Ça va de La Rochelle à Bayonne. Et il y a l'Occitanie aussi. Enfin là, on va quand même de... Et nous, on va quand même, on va dire... De Haute-Savoie jusqu'à la Lozère, il faut y aller quand même. C'est ça, exactement. Pas la Lozère, mais on y est par rapport à ça. Et ça représente 280 clubs. Oui, 280 clubs. Et là, on espère cette année atteindre les 60 000 licenciés. Donc ça, on a 60 000 licenciés. C'est un chiffre qui est plutôt stable. On est en légère augmentation. On était à 58 il n'y a pas si longtemps. On a fait un peu plus l'an dernier. Et là, on espère atteindre les 60 000. Donc à date, on est en avance d'1,5%. Avec une augmentation, j'imagine, qui tient compte des nouvelles pratiques du rugby. Les nouvelles pratiques, bien évidemment, sont moteurs sur la progression et le rugby féminin également. Ouais, ok. Donc toi, tu es en charge des partenariats. Partenariats et événements pour la Ligue. Et à travers ces partenariats et événements, vous est venue l'idée de travailler avec La Plagne. Un petit mot quand même sur La Plagne. On a des idées un petit peu loufoques, mais qui sont dans le sens de la promotion et du développement du rugby. Donc c'est top. On a eu la chance d'avoir La Plagne. On est rentré en partenariat avec La Plagne. Maintenant, ça fait 5 ans maintenant. Pourquoi ? Parce que La Plagne a construit un terrain à 2000 mètres d'altitude. Et on s'est rapproché d'eux pour faire la promotion de ce terrain, sous la forme de stage, sous la forme de découverte. Et donc, ils ont un terrain où beaucoup d'équipes vont en stage l'été. Exactement. Notamment. Nous, on fait nos stages au niveau de la Ligue et ils ont la chance aussi d'avoir d'autres clubs de rugby et des clubs phares. Jusqu'à maintenant, c'était La Rochelle et le Loup. Et j'ai cru comprendre qu'ils avaient également signé un nouveau partenariat avec l'ASM. La Plagne qui est à 1800. Ouais, il y a différents niveaux. Il y a différents paliers, le terrain est à 1950 à peu près. 1950, donc oui, en plus ça permet de faire un stage d'oxygénation au niveau des clubs. Donc alors on va voir, on a pas mal de photos et de vidéos, on va les passer un petit peu derrière. Pendant qu'on passe ces premières photos de ce tournoi, tu vas nous parler un peu du rugby à 5 déjà. Je vais mettre les pieds dans le plat. Moi je connaissais avant le rugby à toucher, le touch rugby. Alors explique-nous, il y a eu à un moment donné un petit peu friction et puis l'éclosion de ce rugby à 5. Donne-nous un peu effectivement, la trame. Tous les clubs, et je pense que mes voisins là doivent le pratiquer à l'échauffement, c'est du toucher. Donc la fédération, ça fait maintenant bientôt entre 13 et 15 ans, a pris ça en main pour cadrer un peu plus la pratique, puisqu'il y avait de la demande. Donc on a adapté des règles, on les fait évoluer aussi au fil des années, puisque ça devient une vraie pratique pour les personnes qui viennent. Avant, c'était les anciens qui restaient un peu au club et qui s'amusaient avec ce rugby à toucher. Et puis maintenant, il y a des gens qui viennent pratiquer le rugby à toucher parce que c'est du jeu sans contact. C'est le seul qui se fait en mixité. Et puis on peut jouer, cette année, on a réussi à faire passer la catégorie plus 50. Donc on a aussi des gens plus âgés qui peuvent continuer à jouer. Nous, sur la Ligue, on a des joueurs qui ont 67 ans. Ah oui. Donc voilà. Mais alors, donc tu parlais de la mixité, c'est important parce que ça fait même partie du règlement. Hein. Oui, il y a la catégorie mixte. Alors justement, cette nouvelle catégorie plus 50, on l'a imposée en mixte au niveau de la FFR, avec des filles qui ont le droit d'avoir plus de 35 ans pour jouer avec des garçons, puisque ces filles-là, elles se retrouvent plus dans l'équipe féminine où justement ça devient des petites jeunes qui galopent beaucoup plus. Donc tout le monde se retrouve dans cette catégorie. Et puis on a le mixte où il faut avoir toujours 2 filles sur le terrain. Donc là, il n'y a pas de limite d'âge. C'est à partir de 14 ans pour les garçons, 15 ans pour les filles, jusqu'à ce que la personne ne puisse plus suivre, on va dire. Il y a la catégorie plus 35 qui n'est pas forcément mixte, mais qui peut l'être. D'accord. Et il y a l'Open 18
pour les jeunes qui galopent un peu plus. Et alors, ce rugby à 5, les bases, on va dire, évidemment, rugby à toucher, on a le droit de toucher 6 fois, c'est ça? Voilà, rugby à toucher, donc pleine main. Ouais. Donc je ne sais pas si on verra les images de la finale, mais on a pu voir hier que des touchés de bout des doigts ne sont pas acceptés par les arbitres et donc on concède un essai. Il faut toucher avec les deux mains. Voilà, pleine main, les deux mains en même temps, en simultané. Et en plus, on ne peut pas toucher les jambes. Et entre le buste, que le buste, donc du haut des épaules jusqu'au bas du. Donc par exemple, quelqu'un qui part, tu sautes et tu lui touches la fesses, jambe ou les fesses avec une main, ça compte pas. Et effectivement, comme tu disais, on a droit à 6 touchés, donc au 6e touché, on rend la balle à l'adversaire. Puisqu'on n'a pas marqué. Donc on a 6 touchés pour les marquer. Règle importante, le jeu au pied est autorisé. Jeu au pied autorisé, mais il ne faut pas que le ballon touche le sol avant. Sinon, alors on peut laisser l'avantage. Ouais. On l'a pu le voir que les ouragans se sont bien fait avoir sur cette règle-là. Mais voilà, si on récupère le ballon avant qu'il touche le sol, le jeu continue. Donc on peut être touché, on peut aller marquer. Il y a des hors-jeux. Ligne de hors-jeu. Donc ligne de hors-jeu, c'est quand tu as le toucheur touché. Toute l'équipe doit être derrière les pieds du toucheur. Ouais. Et après, comme il n'y a pas de ruck, dans le jeu courant, il n'y a plus de ligne de hors-jeu. Donc ça se joue à 5, le rugby à 5 contre 5. Il y a une belle règle de l'avantage qui, quand les équipes la maîtrisent, leur permet de marquer beaucoup d'essais. Alors, on peut jouer l'avantage. L'avantage est consommé si l'équipe qui a le ballon a fait 5 mètres avec le ballon, enfin si le ballon a parcouru 5 mètres en direction de la ligne adverse. S'il n'y a pas d'avantage, l'arbitre siffle. Et là, quand on rejoue vite, il faut que les défenseurs soient à 5 mètres. Donc si les défenseurs ne sont pas à 5 mètres, on ne siffle pas le toucher. Et souvent, ça va laisser, puisque les gens touchent, mais l'arbitre ne compte pas le toucher. Et comme il y a un toucher, tout le monde s'arrête. Et l'équipe adverse, si elle maîtrise, elle va marquer. Voilà, donc on a vu ça. Donc là, vous avez ces images. Mathieu, on a parlé de la Plagne en été, mais la Plagne en hiver, c'était assez incroyable. Ils vous ont libéré ce qu'on appelle le front de neige. Explique-nous un petit peu. Oui, on a eu le front de neige quand on a parlé de ce projet donc avec Stéphane. Et une petite dédicace aussi à Gilles Cassagne, qui était notre une grosse dédicace, on peut le faire, parce que Gilles Cassagne, ancien DG, c'était à l'époque, on avait signé ce partenariat avec la Plagne. On s'était dit qu'on ferait quelque chose là-bas autour du rugby, donc c'est chose faite. Ouais. Et donc on lui a rendu hommage ce week-end. Et par rapport à ça, oui, on s'est dit que là, sur le front de neige, ça pouvait être intéressant. Il y avait une surface, donc il fallait bien sûr prendre en compte les skieurs qui étaient présents, les secours, etc. Mais on a quand même joué sur un 35-25 en termes de superficie. C'est vrai qu'il y avait les hélicoptères, on a vu toute la journée, c'est assez incroyable. Et les touristes étaient surpris de voir le ballon ovale, on va dire, au milieu de ce front de neige, mais ça a plu. On a même fait une ouverture au grand public. Ouais, tu peux mettre quelques photos, Kylian, on va voir, parce que c'est vrai que le panorama était assez incroyable. Ce front de neige, il donne sur les massifs, avec Enfin, c'est fou, j'imagine. Stéphane avait bien fait les choses parce qu'il avait commandé la météo, donc on a eu la chance d'avoir le soleil. Plutôt bien commandé d'ailleurs. Pendant 2 jours, super important. Et c'était vraiment dans un esprit très festif. Ouais. Vous voyez, toutes les équipes, elles ont une chasuble. Donc nous, au niveau du partenariat, on a bien sûr pensé à mettre tous nos partenaires. Chaque équipe avait un partenaire. Chaque équipe avait un parrain. Exactement. On avait un animateur de renom sur tout le week-end. Et de qualité. Toute la différence. Il y avait écran géant, il y avait vraiment animation, musique. Donc c'était vraiment le show sur ce week-end-là. Donc un grand merci au service de la Plagne Paradis-Ski au niveau de l'Office du Tourisme et à la mairie de la Plagne Tarentaise, bien sûr. J'imagine qu'il y a beaucoup de satisfaction à l'issue de ce tournoi. C'est quelque chose qui devrait se reproduire ? On va faire un débrief bientôt, bien sûr. Toujours faire un débrief derrière, mais au lendemain de cet événement, on est plus que satisfait. Oui, pour une première. On voulait mettre la barre assez haute. Je pense qu'on a réussi notre pari. Et on a déjà commencé de discuter avec Jean-Luc Bock pour lui faire comprendre que l'an prochain... Donc ça, c'est le maire de la Plagne. Le maire de la Plagne Tarentaise. On souhaitait revenir. Et donc, on va voir ça avec eux, mais on a grand espoir. Pendant qu'on voit ces images, on va les enlever, c'est pas grave. Steph, au niveau sportif, il y avait une dizaine d'équipes qui étaient rassemblées. Une dizaine d'équipes, tu peux nous dire un petit peu, il y avait des équipes de plusieurs départements, même un peu de corpo. On a eu la chance d'avoir tous les secteurs de la Ligue représentés. Donc quand on appelle les secteurs, c'est nos 4 MO, Sud, Est, Ouest et Est, avec une équipe qui est venue de Ploza, d'Auvergne. Ah oui. Des équipes de Dromardèche, une équipe corpo donc de Romans, Framatome, Aubenas, Saint-Donat, des équipes du secteur Est, donc Montmélian, Jarry, les Catalans et puis Vorep. Et puis on a eu le Pays d'Arbrel,
Je crois qu'on a fait le tour. On a nos 10 équipes. Il y avait une équipe Ligue aussi. Et notre équipe Ligue, voilà. Les Ouragans qui ont créé un tube. Donc, oui, on écoutera un petit peu tout à l'heure. Les disques va bientôt être en vente. Coup de chapeau aussi à l'US Jarichamps qui a remporté le tournoi. Justement, on allait en parler. Alors, on a vu, il y avait aussi Stéphane Hermitage qui était venu, qui est un ami de la Ligue Ora, qui est souvent avec vous, j'ai l'impression. C'est ça, il était là. Nos stages période estivale, parce qu'on fait des stages pour les licenciés en période estivale, comme ça se fait beaucoup. Il vient sur nos 2 semaines de stage encore cette année. Il était de passage et il est venu faire un petit coucou. C'était top. On va regarder justement les images de la finale. Cette finale, Stéphane, alors les 2 équipes, c'était Jarry et les Loupards de Vorep. Pendant on peut mettre les images, Kylian, s'il te plaît, en off. On va parler de cette finale, mais c'est pas forcément un hasard. Tu l'avais même annoncé la veille. C'est 2 équipes qui avaient plutôt dominé le tournoi. Et ces 2 clubs qui travaillent peut-être depuis quelques années le rugby à 5. Tu peux nous en parler un peu ? Oui, mais Jarry ont une très belle équipe d'open masculin. Donc c'est que des joueurs masculins qui ont plus de 18 ans. Où ça fait 4 ans qu'ils échouent en finale du championnat de France. Ils ont eu cette année la chance aussi d'avoir leur équipe féminine qui a fini 3e du championnat de France. Donc ils ont pris un peu de ces 2 équipes-là. Ils ont monté une équipe mixte qui est très forte. Et puis il y avait Jarry Vorep qui avait gagné le tournoi du Lotaré 15 jours avant avec une autre équipe et qui pensait bien rafler le 2e trophée sur neige de France. Mais ils sont tombés sur vraiment une belle équipe de Jarry. Ils sont revenus à 2-2 et puis après 2 erreurs, on va dire, de toucher leur ont pas permis de gagner. Mais effectivement, on a pu le voir dès le premier jour qu'ils avaient mis la barre très haut. Je crois que sur la première journée, ils n'encaissent aucun essai. Ils ont un goal average de plus 20. Jarry, de leur côté, avait un goal average de plus 25, mais avait encaissé 1 ou 2 essais. Donc voilà, effectivement, le soir, quand tu me posais la question, on avait mis une grosse pièce sur cette finale-là et j'avais mis une petite pièce sur Jarry parce que après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais voilà. Alors ces deux clubs, on a dit qu'ils travaillent ce rugby à 5. Vorep, qui a d'ailleurs plus d'équipe senior, c'est ce qui maintient le club en vie. Ce rugby à 5, ça maintient le club en vie. En lien avec Voron, mais surtout ce rugby à 5 qui a permis à Vorep d'exister encore. Le terrain, il fait combien Là, on avait réussi à faire 35 mètres de long et 25 mètres de large. Donc c'est vrai qu'il était un petit peu court par rapport à la largeur, mais on a pu voir que ça montait un petit peu. Donc dans la neige, je pense qu'ils en avaient bien assez. Les retours, vous avez eu des participants, j'imagine, sont intéressants. Est-ce que un peu la même question, si toutefois ça doit recommencer l'année prochaine, l'enjeu serait quoi, d'avoir plus d'équipes, de travailler comment ? Alors déjà, c'est pas si ça va recommencer, c'est que ça va recommencer. C'est vrai qu'il y avait un bouclier, il y a de la place quand même. Voilà, il y a de la place. Il y a déjà des idées par rapport à tout ce qui a pu se faire sur ce week-end pour l'améliorer. On a eu la chance d'avoir des gens qui étaient en vacances là et le dimanche, on a une personne de la Bretagne qui a vu ça et qui fait du 5 en Bretagne qui a dit comment on fait pour y venir. Donc voilà, on aura, j'espère, plus d'équipes. Le but, c'est d'en avoir maximum 16, parce qu'on est calibré pour 16. Après, c'est le problème de... La Plagne voudrait un 3e terrain, mais comme j'ai dit à Cédric Latou, je dis, il faut nous trouver de l'espace. Ah oui, il faut de l'espace, parce que c'est vrai que ça prend quand même parce de la place. Tu ne l'as pas dit, mais on a une devise quand même sur la Ligue Ora, c'est qu'il n'y a rien d'impossible. Et la seule limite qu'on se fixe, c'est la nôtre. Donc, des idées... on en a 2-3 encore sous le coude pour développer le rugby à 5 qui sont un peu originales. Donc voilà, la seule limite, c'est celle qu'on se fixe nous. Alors tu parlais tout à l'heure de la bonne ambiance. C'est vrai que l'ambiance, Mathieu, c'était important. Un peu comme sur le water rugby, c'est des choses qui sont un petit peu décalées. On a vu les Catalans de Grenoble qui étaient venus déguisés. C'était sympa. Puis on a une image, je crois, ou une vidéo où ils sont tous regroupés à la fin en train de s'ambiancer avec l'hymne là, que vous entendez, l'hymne de la Plagne. Ça va devenir l'hymne du tournoi, je crois. Et c'est vrai que cette ambiance, elle a transpiré la bonne ambiance. Du coup, c'est vraiment sympa. Tout le monde mange ensemble. Enfin, c'est vraiment... On trouve les bonnes valeurs du rugby, celles qu'on aime. Et puis, un petit mot aussi, il y avait une table ronde. On va en parler quand même parce que ça fait partie des sujets importants. Le soir, on peut les mettre en off. Mais Mathieu, explique-nous brièvement, mais c'était une table ronde sur la décarbonation de la montagne. Je ne vais pas rentrer dans le sujet complètement, mais l'objectif, c'est quoi ? C'est aussi d'être sur les sujets sociétaux ? C'est toujours là-dessus, sur ces sujets RSE, comme on les appelle, RSE, RSO. Pour nous, c'est super important vis-à-vis de nos partenaires qui ont des obligations dans ce sens-là.
expérience-là. À la montagne, on avait un partenaire Total Energy aussi, donc c'était sur ce sujet de la décarbonation de la montagne. On avait la société Blablacar qui était présent et la Compagnie des Alpes sur les moyens de mobilité au niveau de la station. Objectif 2030 aussi, 2030 en France avec les Jeux Olympiques. Et donc il y avait tout ça qui était réuni sur ce même week-end. Et on trouvait que c'était un parallèle super intéressant sur notre lieu de présence à La Plagne, le lien avec nos partenaires. Et donc ça avait du sens pour nous. Et ce sont des sujets sur lesquels on est une fédération en mission. Et c'est des sujets sur lesquels on doit aller. Et donc on trouvait que le mix était super. Et pour revenir sur l'ambiance, c'est sûr que quand on voit des pratiquants avec une banane du matin jusqu'au soir, c'est super agréable. Les touristes qui venaient voir cette balle ovale, comme j'ai dit tout à l'heure, étaient surpris. Oui, en plus, il y avait des Belges, des Néerlandais, des choses comme ça. C'est pas trop leur ballon habituel. Mais... Ils sont venus pratiquer un petit peu à la fin, quand les pistes de ski étaient terminées. Donc, c'était un super week-end. Prochaine grosse échéance pour le rugby à 5, il y a des tournois, comment ça se passe? La prochaine grosse échéance, c'est 30 et 31 mai, finale régionale de rugby à 5 à Tournon-sur-Rhône, où là, nous, en Ligue Oran, on invite toutes les équipes qui remplissent des conditions tout au long de l'année. Ils ont quelques obligations à faire, mais on est la seule Ligue de France à faire des finales à peu près à 80 équipes sur la Ligue. Le championnat de France, c'est 88, nous, on est à 80, donc on n'est pas trop mal. Étienne, Thibaut, tout le monde d'ailleurs, c'est un truc qui vous brancherait pour l'année prochaine un peu d'aller jouer à la neige? Après ça dépend des calendriers aussi seniors. Ouais. C'est vrai que vous jouiez par exemple. Nous par exemple on joue ce week-end, ça peut être un projet intéressant mais il faut que ça soit construit sur le long terme et pourquoi pas en lien avec les calendriers seniors ou même jeunes. Il faut trouver une date où personne ne joue, c'est dur. On va en parler à Flo Bresson qui cadrera le calendrier, il n'y a aucun événement. On peut quand même balancer qu'il n'était pas là. Qu'il était à la bourre le lendemain. Le deuxième match, on ne dira pas pourquoi, mais ils ont loupé leur premier match. C'est ça. Et d'ailleurs, Ploza a eu un très beau geste, puisqu'ils sont venus pour jouer, donc ils ont préféré décaler le match plutôt que le gagner par forfait. Exactement. Donc ça, c'était très très bien. On fera d'ailleurs une prochaine émission sur toutes les compétitions, mais c'est vrai que c'est un sujet d'espace de date. Merci messieurs, vous restez avec nous et vous participez bien sûr à tous les débats qui restent, mais on ferme cette jolie page du rugby à 5 et on va parler maintenant de la Régionale 3. Tu nous mets peut-être un petit jingle résultat, Kylian? Ou t'as la flemme? La flemme? Allez, alors on le met. Allez, on y va alors. Et on va parler de Régional 3. Il y a des choses à dire, vous allez voir. Alors, on va même pouvoir parler un peu de la Ligue, parce qu'il y a des choses assez marrantes. Alors, il y avait... tout le monde n'a pas joué. On va récapituler le classement. C'est la poule 5. Non, il faudrait peut-être que j'ai les résultats avant, mon Kylian, si c'est possible, avant d'aller le classement. Voilà, c'est... Non, toujours pas. Non, puisque la poule 5... Ah oui, c'est la poule 4, ça. C'est la poule 4, donc c'était pas la bonne poule. Ok, super. La poule 4, j'y ai arrivé avec Corbelin qui s'impose devant Mions, 20-19. Vénissieux à l'extérieur, du côté de Valloire. Et match nul entre Val-de-Saône et la Jeunesse de Eyrieux. Rugby, 24-24. Voilà, le classement de la poule 4. J'avais été gêné parce que c'était la poule 5 qui était venue, effectivement. Le RC Mions est premier. Et l'US Valloire-Galore est 9e de ce classement, la poule 5, et c'est celle-là que je voulais parler parce c'est une poule assez étonnante. Le Touvet-Pontcharrat s'impose largement contre la Fraternelle de Moire en 48-8. Pas de match entre Royan et le CAM, puisque Saint-Jean de Maurienne a déclaré forfait malheureusement sur la saison. Et l'Albinque qui enchaîne sa 4e victoire consécutive. L'Albinque qui s'est relancé après quelques années en sommeil. L'Albinque qui a recréé une équipe qui repart et avec son président Fabien Alléron-Biron qu'on avait reçu sur ce plateau. On n'est pas loin de Tullin, l'Albinque qui revient. C'est un club voisin. Je crois que vous travaillez un peu avec eux, Étienne. Plus maintenant sur les jeunes. Il y a très longtemps, on était ensemble sur les jeunes. Moi, j'ai joué avec en jeune, en école de rugby. C'est vrai qu'ils ont reconstruit, ils sont un peu partis de zéro quand même. C'est vrai. Que ce soit en école de rugby et ce catégorie senior, ils y arrivent plus que bien. Et nous, on a pas mal de collègues qui jouent là-bas, donc on suit toujours le résultat. L'Albinque qui a un des 2 terrains en pente du championnat avec Volnavé. Après, qui a le terrain le plus en pente? C'est pas la même pente. Il y en a une qui est comme ça, l'autre qui est dans l'autre sens. Ça va jouer dans les 2 cas. Non, c'est sympa, une mi-temps sur 2. En tout cas, voilà, c'est Alléron-Biron d'ailleurs qui a marqué un essai, mais le frère Gagero pour l'Albinque et pour Briançon, que vous avez vu sur l'image, c'est Lutero qui aura marqué l'essai
FC Briançonnais. On reste avec vous, les Tullinois, puisque vous aviez la parole. Étienne, un petit mot du coup de présentation. Raconte-nous un peu ton parcours, ta première licence de rugby. Moi, j'ai toujours été licencié à Tullin. Donc, j'ai commencé, je crois, en 2006, à l'âge de 6 ans. J'ai fait une petite année de judo quand même avant. Ouais. Et puis après, j'ai fait toutes les catégories jusqu'en catégorie senior. Voilà. D'accord, donc tu es parti de la base de ce club, tu es Tullinois Ouais, alors j'habite entre Tullin et Vinay, mais mes parents, mon oncle, ils ont tous joué sur Tullin. Du coup, j'ai suivi un peu la famille. la famille. Donc Tullinois pure souche. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, tu es au club, mais tu aides aussi un petit peu au développement du club. Ouais, je suis salarié au club oui. depuis maintenant 2 saisons. Donc j'attaque ma 2e année. Donc ouais, on essaie de se développer, que ce soit à l'école de rugby. On fait beaucoup de scolaires. On essaie de faire pas mal de choses pour l'école de rugby et pour les jeunes. Ouais, on abordera ce point après quand même. C'est important de parler du développement des écoles de rugby. Qu'est-ce qu'on peut dire, tu es en senior, depuis quand tu m'as dit? Moi en senior, là c'est ma 7e année de senior. 7e année de senior déjà. Ok, Thibaut, à côté, raconte-nous un petit peu toi ton parcours. Alors moi je suis plutôt de Voiron, j'ai commencé à Voiron jusqu'en senior. Ouais. Et après en senior, j'ai joué un peu à Montmélian, un peu à Vinay. Et là, Tullin, ça fait 4 ans. D'accord, donc tu as quand même bien navigué un petit peu, tu as goûté au rugby à Montmélian également. Ouais. Montmélian, c'était à quel niveau En Fédéral 2, on était. Fédéral 2 à cette époque-là. Ouais. J'imagine que tu gardes un œil un peu sur le parcours des Montmélianais. Oui, j'en suis encore quelques-uns de là-haut. Ouais. Équipe qui a bien grandi. On voit que tu as joué également à la Bièvre, 1 an. À Vinay également. Ouais. Ouais. Tu as fait un peu tous les clubs là-bas locaux. Vinay, Tullin, c'est vrai que c'est deux villages côte à côte. Aujourd'hui, à Tullin, c'est un club dans lequel tu te retrouves. Tullin, qui est une équipe qui a été dans le passé un peu en fédéral, là, qui est redescendue. C'est quoi les objectifs pour vous cette année? Là, en étant en premier de poule, je pense qu'on ne peut pas dire que... On peut se cacher. On peut pas nier qu'on aimerait bien monter. Déjà, essayer de bien finir le championnat. Après, c'est vrai qu'on a connu des années en Fédéral 3 qui étaient plus que compliquées, on va dire. On avait gagné une saison, on avait gagné un match dans l'année, donc ouais. C'est difficile pour les clubs, hein, quand on fait des saisons un peu noires comme ça, pour les bénévoles, pour tout le monde. C'est qu'on n'était plus à notre place à ce moment-là, à ce niveau-là, quoi, avec peut-être l'effectif ou je sais pas, d'autres choses. Quoi. Moi, je regarde pas que du négatif parce que cette année-là, on avait connu une année vraiment galère. Par contre, on s'était vraiment bien entraîné. Et après l'année en R1, on était allé dans une poule de Romardèche d'ailleurs. Cette année Fédéral 3, au final, nous avait formé pour cette année R1. On était allé en finale, je crois en finale secteur. On avait malheureusement perdu, mais ça nous avait bien préparé à cette année R1 du coup. Club de Tullin qui a des belles infrastructures, Étienne aussi quand même pour un club de R1. Ouais, on a 2 stades, on a un stade annexe, on a un stade de honneur. Par exemple, ce week-end, on devait jouer à ISO qui ont qu'un terrain, c'était compliqué pour les jeunes par exemple. On a déplacé sur Tullin. On a un terrain honneur qui est peu utilisé, donc ça permet. On a des belles infrastructures. Ouais. Merci pour ces petits mots sur Tullin. On reviendra tout à l'heure pour le match avec vous. On était à la Régionale 2, on a grimpé d'un niveau et il y avait des matchs en retard en R2 et des matchs en retard qui, à nouveau, ont été reportés, comme Cullin SOUA Rugby ou le Môle ISO qui devait se rejouer et qui n'a pas été joué. Et il y en avait un qui s'est joué qui était important, c'est Échirol. On a les images de la victoire échiroloise du côté de Jarry. Échirol qui aura marqué par Emery Tissot et Fernandez, Jarry qui aura marqué par Bailly. C'était un match à la fois important pour Échirol dans le haut de tableau et pour Jarry pour, vous allez le voir, également accrocher ce haut de tableau, le classement. Échirol est donc leader maintenant, plus que jamais leader, avec 52 points devant ISO, 46 points, Albertville 39, Jarry 30, le RC Grésivaudan derrière et Chartreuse-Néron sont encore en position d'aller chercher une qualif. Je ne sais plus dans quelle poule, il n'y en a que 3 qui se qualifient, mais ça ne doit pas être celle-là. J'avais un petit doute, c'est pas très grave. Ah, c'est bien ça. Eh bien, allez, super. Voilà pour la régionale 2, poule 3. La régionale 2, poule 4 maintenant avec Varassieux qui s'impose à l'extérieur du côté du CSGB. Et là aussi, on a les images et j'ai eu
notre ami Damien Juncker qui joue au CSGB. Deuxième match perdu dans les dernières minutes pour ce club de bas de classement. Et c'est rageant pour les joueurs du CSGB. Ramar et Lestra auront marqué. Pour Varassieux, c'est Martoya et Buisson qui auront également scoré. Donc une défaite de quelques points, 27-26, un point à la maison. Saint-Laurent-du-Pont, qu'on avait reçu il y a quelques semaines sur le plateau, s'impose avec doublé de Vincent Don, et c'est de Faye, et c'est de Bertolami, et c'est de Jeune Homme également. Et là, à voir qui marquera par Shadow et Oberlin. Et comme d'habitude, on remercie tous les clubs qui nous transmettent leurs images. D'ailleurs, il va falloir se mettre à la vidéo, Tulin. c'est vrai. Un petit peu de retard là. Après, c'est mon salaire qui part, donc il y a les priorités quand même. Après, et pour bien connaître votre ami Fred à l'entraînement, ça n'a jamais été quelqu'un qui, lui, il aime le terrain. C'est pas finalement. Ça, c'est sûr. On s'entraîne tout le temps. Voilà. Neige, Bah oui, on s'entraîne tout le temps. Moi, c'est ce qui fait sa qualité. Voilà, Tout à fait. vidéo, pas vidéo, ce qui compte, c'est le terrain. Exactement. Et on l'embrasse, bien sûr, notre Fred. Voilà, la Régionale 2, poule 4 Sucieux qui s'incline à la maison contre Thônes, et Silan également qui perd 31-5 contre Avenir 15. Le classement de cette Régionale 2, poule 4. Thonon, premier devant Saint-Laurent-du-Pont. Thônes, la Verpillière, 3e, 4e. La Côte-Saint-André est un petit peu détachée pour aller chercher la qualification. La Régionale 2, enfin, poule 5. Avec, là, il y avait des matchs en retard. Ambérieux qui s'impose du côté des Côtes d'Arrêt, 26-7. Côtes d'Arrêt qui vit une saison très compliquée. Et Pont-de-Chéruy qui s'impose contre le RC Velsaune. On va voir le classement de cette R2, poule 5 mis à jour. L'Arcole est premier devant Ambérieux. Et le Pays de l'Arbrel et la Cévennes sont derniers et avant-dernier. Voilà. On n'avait pas de fédéral ce week-end, mais on a voulu appeler un coach qui est passé longtemps par Vienne avant d'être à Andrézieux, qui était formé, je crois même à Grenoble, peut-être pas formé, il va nous expliquer. Nous sommes en ligne avec l'appel contre appel, jingle bien sûr, Kylian. Nous sommes en ligne donc avec Philippe Buffevent. Salut mon Buff. Comment ça va, Hugo? Eh bien ça va bien, ça me fait très plaisir de t'avoir. La forme, mon Buff? Ouais, ça va pas mal, tu vois. On a passé un week-end tranquille à la maison, à regarder un peu de rugby, à s'occuper de sa famille, donc tout va bien. Bon, j'ai raconté très très brièvement ta carrière, quelques années à Vienne, puis maintenant Andrézieux, mais avant ça, tu as joué au Grenoble de la belle époque aussi. Ouais, j'ai débuté à l'AS Fontaine, et puis après j'ai bifurqué sur Grenoble, de Benjamin jusqu'en première, puis voilà, donc je me suis bien amusé, j'ai passé des très très belles années à Grenoble avant d'aller sur Béziers et puis le Loup. Ouais, c'était l'époque des mammouths où tu étais ou pas loin? Ouais, pas loin. Enfin, c'était en 93, quand la finale contre 4, on faisait le lever de rideau. Ah oui. Qu'on perd contre Narbonne, mais ça reste des très très bons souvenirs. Exactement. Bon, mon cher Philippe, tu es arrivé maintenant à Andrézieux. Raconte-nous un petit peu cette aventure à Andrézieux en Fédéral 2. Tu venais de Vienne qui avait fait l'ascenseur National 2. Tu redescends en Fédéral 2 à Andrézieux. Explique-nous un petit peu ce parcours, pourquoi, comment et comment tu t'y trouves. Tout simplement, c'est Éric Trouillet et Patrick Vareil, les présidents et co-présidents, qui m'ont appelé. J'ai écouté un projet qui reste un très très beau projet dans la Loire, sachant qu'ils font avec leurs moyens. C'est un club qui est très très familial, qui est assez atypique, puisque finalement il n'a que 20 ans, à peine 20 ans, et il se retrouve déjà en Fédéral 2 avec toutes les de l'école de rugby jusqu'au féminin, en passant par les loisirs. Voilà, il remplit toutes les cases que veut développer la FFR. Alors cette Fédérale 2, c'est une Fédérale 2 qui est quand même dense, qui se densifie d'ailleurs chaque année. Comment ça se passe pour Andrézieux? Écoute, nous on fait avec nos moyens. La Loire est plutôt un pays de foot, mais on bataille tous les week-ends dans ce pool du Nord-Isère qui est plus que dense, puisque il y a quelques joueurs que j'ai côtoyés, que j'ai entraînés, des coachs qui sont passés par des clubs professionnels, des anciens joueurs pros qui viennent dans cette division. Je dirais que c'est la division la plus difficile à coacher parce que il y a c'est pas les. C'est un entre-deux. C'est hétérogène, c'est assez hétérogène et
et que c'est un petit peu compliqué de tous les dimanches. Après, ça reste du rugby amateur et avec des gens qui sont capables de dire je suis pas là le week-end, alors c'est un gros match. Mais c'est comme ça, c'est les joies de la fédérale. Ah oui, ça doit, j'imagine, te plaire à chaque dimanche. Prochain déplacement ou non, réception peut-être pour toi, c'est le gros morceau, La Bièvre. Équipe invaincue cette année, ils sont plus que 2 je crois en France. J'imagine pour vous, le challenge il est là, il est immense. Je crois que c'est la seule équipe invaincue. Ah, le seul. C'est la seule. Voilà. Il me semble que c'est la dernière qui reste invaincue. Ouais, voilà, c'est un gros morceau, entraîné par Laurent. Des très beaux joueurs, des anciens joueurs pros, des gens qui viennent rendre un petit peu à leur club, avec un projet de montée pour l'année prochaine. Écoute, nous, on va prendre ça comme un match de gala parce qu'on n'a rien à perdre. C'est à la maison, Buff? Oui, ce sera Andrézieux. À Andrézieux. De toute façon, il y a une statistique, c'est que quand tu es invaincu, tu te rapproches toujours plus normalement du match que tu vas perdre, statistiquement. Écoute, c'est le prochain match, toi tu dis on perd, j'espère. Après, c'est quand même une belle cylindrée, même s'ils ont souffert contre Saint-Jean. Ouais. Ça reste quand même une belle cylindrée qui commence à maîtriser un rugby total, parce qu'on vante beaucoup leur rugby d'avant, mais ça commence à trottiner derrière. Et ça reste... Quand les beaux jours vont venir, je pense qu'ils vont causer de très très gros problèmes à pas mal d'équipes. Un petit mot pour finir, mon Buff, d'arbitrage, puisque tu as le fiston, toi, qui est bien lancé dans l'arbitrage. Hein. Ouais, il arbitre à 22 ans Fédéral 1. Il commence à se faire un prénom, Tao, et puis il aime bien ça. Il est aussi analyste vidéo, donc il baigne dans le rugby depuis le plus jeune âge. Du coup, Philippe, tu peux plus râler sur les arbitres, parce que tu te fais engueuler par ton fils après ou pas? Ah non, il y a des belles séances de débriefing le lundi. Ah ouais, j'imagine. Ils sont assez sympathiques. Non, ce qui me va bien, c'est qu'il est sorti de la Fédérale 2. C'est-à-dire que l'année dernière, il arbitrait exactement au même niveau où on jouait. Donc ça m'avait posé un souci en allant à Andrézieux. J'avais appelé Romain Carbonel pour lui demander un petit peu si ça allait poser un souci. Voilà. Mais voilà, on essaye de faire les choses. On débriefe souvent ensemble et c'est des bons moments entre père et fils. Merci beaucoup, Buff. On t'embrasse et puis j'espère te recevoir bientôt sur le plateau. Avec plaisir. Bonne soirée à tous. Ciao. On a parlé de Romain Carbonel, responsable du secteur nord, je crois, au niveau des arbitres, c'est ça, messieurs? Non, il est CTA de la Ligue maintenant. Ah oui, d'ailleurs, c'est encore plus monté en grade. On embrasse Romain, que j'ai vu l'autre jour courir. Il était à la touche de Chambéry en national. Donc, toujours la forme pour Romain Carbonel. Allez, en parlant de forme, on va avoir nos amis du RCVMT. Un petit tour avec vous. Philippe, on va commencer par toi. Raconte-nous un petit peu ta carrière. Philippe, ta première licence, elle était où? Première licence à Grenoble, CG en école de rugby. Ouais. Ah ouais, école de rugby. Tout petit, il y a longtemps. Il y a longtemps. Très longtemps. Et après, raconte alors. Après, j'avais arrêté un peu en tant que jeune. Je suis passé par Domaine à l'époque. C'est Domaine parce que j'avais des potes qui étaient là-bas et qui m'ont dit viens jouer avec nous. Ça fait que je suis parti. J'ai fait une petite saison. Qui après qui était rattaché au Catalan. Et puis ils avaient été radiés. Il y avait plein de choses comme ça. Et après, je suis parti sur Fontaine. Après ils avaient été vice-champions de France à l'époque. C'est l'époque où il y avait eu quelques joueurs du FCG qui étaient revenus en fin de carrière. C'est ça, qui avaient fini un peu là-bas. Et après, je suis parti à Pont-Clé, US de Pont. Ouais. À l'époque, l'année au Fédéral 3, Fédéral 2, c'est les années où on faisait un yo-yo dans les années 2000. Là. Ah oui. Avec Pierre-Emery, Niquet, David Niquet, Marzoulo, c'était le 10. Ah bah oui. Toute la bonne génération, Olivier Arnaud, tout c'est parti. Et après, j'ai fini ma carrière, je suis parti au RCVMT, à l'époque, les premières années du RCVMT qui commençaient à avoir l'entente entre Monestier et Vif. C'était deux clubs. Je me suis retrouvé, c'était juste entre les deux, et ils avaient fusionné les deux clubs. Et là, j'ai joué, mais vraiment pour plaisir, quoi. C'était vraiment fin de carrière. Ouais. Et puis là, j'ai basculé après du côté, les joueurs sur une entente qui a eu un problème avec les coachs. Je me suis retrouvé coach à faire passer. Et puis voilà, et après, je suis resté. J'ai fait 8 ans au club. Ouais. Et après, j'ai voulu arrêter.
Je suis redescendu chez... à l'époque, il y avait Pierre-Emery Ponquet qui était président. Ils m'ont rappelé pour prendre les Bélasquins, pour prendre les jeunes. Et puis après, je suis resté avec les jeunes, les Bélasquins, les moins de 18 nationales. Et puis... Et t'es revenu après Et oui, je suis revenu. Je fais pareil, je voulais arrêter. Le club a fait les 50 ans de l'école de rugby. Ouais. Il y a 2 ans, et ils m'ont tous attrapé, ils m'ont tous ils ont attrapé ma femme aussi, ils disent non, il faut que tu nous laisses, et puis voilà. C'est une bonne stratégie, ça. Madame. Ça, le boulot il est fait. J'ai repris en fait pour le recrutement des joueurs. Voilà, puis j'ai repris tous les anciens qui jouaient, il y avait Thibaut, et puis tous les anciens que j'avais entraîné avant, qui ont grave attaqué. Et puis, alors parle-nous un peu de ce club du RCVMT, quand même, en quelques mots. Tu l'as dit, c'était fusion de 2 clubs. Le club, il y a combien de licenciés aujourd'hui? On est 66 licenciés. En senior, après. Senior, en club, à peu près 300, c'est ça? 300, c'est un club qui bosse avec quel autre club sur les jeunes? Autonome? On est autonome quasi jusqu'en moins de 19. Ah ouais, bien. Et moins de 19 en tente avec Fontaine. Sinon, on arrive à fournir toutes les catégories. Ah, c'est pas mal, ça. Un club très jeune, dynamique. C'est super, et qui cette année, on en parlera un petit peu sur le match, mais qui vit une saison quand même un peu compliquée dans cette régionale. Est-ce que c'était prévu, pas prévu Pas prévu, parce que bon, c'était pas le but. Bon, on savait l'année dernière, on avait quand même des anciens, toute la génération qu'on avait entraînée, qui ont passé le cap. Là, on est reparti avec une structure avec des jeunes, en moyenne d'âge 24 ans, quoi. Je veux dire, sur des formes. Il y a des gamins qui étaient du club, fournis vraiment du club, des moins de 9 que j'ai vus quand ils étaient petits, puis qui sont maintenant que j'entraîne en senior, très, très jeunes, aussi en reconstruction par rapport à ça. Mais sur des dynamiques, on aimerait que ça marche un peu mieux, quoi. Bon, on verra tout à l'heure ces résultats, ce classement. À côté de toi, tu nous as emmené ton capitaine, Thibaut. Ouais. Ça va? Ouais, ça va. Ouais. Malgré la défaite d'hier, qui est assez frustrante, ça va. Frustrante. Ouais. On verra tout à l'heure. Tu es très impliqué quand même dans ce groupe. J'imagine, c'est pas facile de vivre. Alors, ta carrière, je la fais vite, mais bon, elle est simple. Voilà, ta première licence, tu l'as eu tard, je crois, en plus. Première licence en 2014, j'avais 20 ans. Ah oui, donc c'est vrai que tu es arrivé très tard, d'ailleurs. Très tard, c'est étonnant de commencer à 20 ans. Comme Mathieu, j'étais du côté du foot, et puis voilà, j'ai bifurqué. C'est ça, sur le modèle de Mathieu, d'ailleurs, tu as bifurqué au rugby. Non plus. Non, et c'est vrai qu'attaquer à 20 ans, c'est pas fréquent, mais du coup, tu t'es servi un peu de ce passé de footeux un petit peu au niveau du jeu au pied, mais même si cette année j'aimerais bien que ça réussisse un peu plus que voilà. Mais non, c'est vrai que les aptitudes sont quand même dures à apprendre au début sur les plaquages, sur ces phases-là. Quand on n'a pas fait l'école de rugby, il y a 2-3 dimanches où je me fais rouler dessus et où je finis un peu KO, mais ça va, ça le fait. Finalement, tu t'y es retrouvé dans ce rugby. Donc tu y es depuis une dizaine d'années avec cette licence au RCVMT. On reviendra avec vous tout à l'heure sur les résultats, mais on va d'abord parler de l'autre poule, puisque la poule 2 jouait avec notamment Belleville qui s'est imposé. Oui, on m'a dit, je pensais avoir la vidéo, on l'a pas. Effectivement, on l'a pas reçu à temps. Belleville qui s'est imposé du côté du RC Hauts-de-Bresse, 19-3. Bron s'impose à la maison contre Chassieux, 20-19. Givors, et là j'ai les images de Givors qui s'impose contre Montrevel avec des essais de Rigard, Villard, et c'est tout, c'est déjà pas mal, contre des essais de Jacan par 2 fois et Monnier pour Montrevel, et une victoire importante pour Givors qui avait besoin de points à la maison et qui jouera d'ailleurs dans 2 semaines un très gros match contre Belleville qui est très attendu. Voilà, Givors, et on remercie Jérôme, le président, qui nous a envoyé ces images, qui s'impose à la maison 22-17 contre Montrevel. Le Sabre Rugby, lui, s'impose contre les Plaines de l'Ain 29-20, et match reporté entre Rhône Sportif et Pays d'Ozon. Le classement de cette R1, le classement de la R1 Poule 2, avec Belleville leader devant Rhône Sportif, le SAB, et je vous parlais tout à l'heure de Givors, victoire importante puisqu'ils prennent un petit peu de l'oxygène par rapport à la fin de classement, puisque Montrevel et Chassieux ferment la marche de cette R1 Poule 2. La régionale 1 Poule 3 maintenant, avec Pont-de-Clé
Pont-de-Claix qui s'est imposé contre Namur et c'était un peu la surprise parce que Namur fait une très 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 belle saison, hein, nos amis du plateau. Thibaut, je crois que tu es du foot du côté de Mins. Ouais, avant. du côté de Mins, j'ai joué longtemps à Namur et j'ai beaucoup de connaissances qui jouent au rugby à Namur. Je les félicite pour leur saison parce que c'est top ce qu'ils font. Ouais, c'est top, mais en tout cas cette équipe pontoise qui revient bien là depuis janvier, les hommes de Tony Testa qui remettent quelques victoires et retrouvent goût. Il y avait du monde un petit peu au stade. Ça fait plaisir de revoir Pont-de-Claix gagner des matchs également et puis revenir dans ce championnat. Pont-de-Claix qui s'impose 38-32 contre Namur dans un super match. Je n'ai pas donné les marqueurs, je vais quand même le donner. Terzo, De Carlo, Dumontier, Verdure et Champavier pour Pont-de-Claix. C'est ça. Et non, j'ai marqué 2 fois Pont-de-Claix, c'est pas grave. Michon, Tropez, Turc et Denis Augier. Je crois que c'est ça Pont-de-Claix. Les autres, ça devait être nos amis de Namur. Pays Gex s'incline à la maison contre Faucigny 33-31. Annemasse s'impose contre le Boc-Belay 50-43. Des gros scores, mais des scores serrés dans cette poule. Le Réelquin s'impose contre le GUC 26-11. Et on arrive à notre match important. Vif Monestier qui recevait Tullin. Alors on va déjà donner un peu le contexte du match. On l'a dit tout à l'heure. Saison un peu compliquée, bas de classement. C'est pas forcément toujours facile, j'imagine, à l'entraînement en plein hiver quand tu es dans le fond du classement, non? Bah non, c'est même très compliqué. Après, on fait ce qu'on peut avec l'effectif qu'on a, qui est quand même assez réduit. Mais voilà, ça doit pas être une excuse parce qu'on a quand même un noyau dur de joueurs qui se donnent les moyens et qui veut faire mieux. Mais voilà, on pêche un peu sur ce manque de rigueur à l'entraînement. Et puis face à des grosses équipes contre Tullin, ça fait basculer le match souvent du mauvais côté. On voit un peu les images d'échauffement en attendant. Mais Philippe, comment ça se passe? Tu as combien de joueurs à l'entraînement en moyenne? Ouais, on peut tourner, ça dépend. Il y a des moments où c'est à 25, 30. Ça fluctue en permanence. On essaye. Après, il y a des blessures, on a des étudiants aussi. Quand on est du côté de Monestier, il faut monter aussi. Voilà, ça bouge, mais on essaye de tenir le maximum de gars aux entraînements. Ouais, de toute façon, c'est le but, c'est le faire. Thibaut, du côté de Tullin, on l'a dit tout à l'heure, c'est une saison qui se passe un petit peu mieux. Vous êtes leader, coach également qui a connu le niveau plus haut avec des belles années du côté de Saint-Mars. Comment ça se passe globalement pour vous cette année? T'es plutôt satisfait? Oui, au vu des résultats sportifs, c'est plutôt satisfaisant. Après, décembre-janvier, on a été un peu, je pense comme tous les clubs, un peu dans le dur aux entraînements, un peu moins de monde. Du coup, les prestations ne sont pas aussi abouties que ce qu'on a pu faire en début de saison. Donc là, il faudrait qu'on revienne un peu tous aux entraînements pour se remettre à travailler et s'améliorer un peu. Étienne, combien de licenciés pour les seniors de Tullin? On est 66 avec des doubles licences en plus, donc 70 avec double licence. Ouais. Sachant qu'on compte les photos, comme dans tous les clubs. Donc double licence sortante ou en 30? Sortante, ça ne sont pas chez nous. Et par contre, on va dire qu'on a actuellement 55 joueurs actuellement. 55 joueurs, c'est ce qu'il faut pour... Pour moi, il faut être 60 pour bien tourner. T'es un peu léger? Ouais, après, on est parti quasiment tout le temps à 22-22. Donc c'est joué avec les blessés, etc. Comme disait Thibaut, là, la période décembre-janvier est toujours plus compliquée. On a un peu de la casse, on a des joueurs importants aussi qui sont pétés, donc forcément, on a été régulier en fait. Et quand tu es premier, Étienne, et que tu vas chez un des clubs qui est en fin de classement, comment faire à l'entraînement justement pour pas être trop dans la facilité? Ce qui est très facile à la poule, c'est qu'en fait, tu peux perdre contre tout le monde, tu peux gagner tout le monde, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc c'est sûr qu'au final, ce saut de concentration, tu arrives toujours au final à le mettre. Puis, vu nos résultats où on est régulier, c'est sûr qu'on s'est raté complet contre Pont-de-Claix. Tu connais Fred, il nous l'a bien rappelé cette semaine qu'on s'était raté contre Pont-de-Claix, donc on ne fallait pas se rater 2 fois. On l'écoutera tout à l'heure, Fred, et c'est vrai qu'il ne mâche pas ses mots, mon ami Fred, que j'embrasse, et qui vit des moments pas faciles, d'ailleurs on l'embrasse doublement en ce moment. On va repartir du côté du RCVMT. Kylian était allé dans les vestiaires, nous montrer un petit peu justement comment on prépare ce vestiaire malgré ce classement difficile, et on voit quand même qu'il y a une solidarité qui est bien présente entre les joueurs, une belle osmose, on regarde. Les 30 des 35 plaquages par match. Tous les dimanches on le répète et tous les dimanches il est au rendez-vous. Il se trouve jamais.
Allez, une grosse confiance, Roger, une grosse confiance en vous, les gars. Ce supplément d'âme, là, ici, à Vif, à Monestier, une bande de copains. Et on lâche rien, peu importe ce qui se passe, on lâche rien du tout. 25 vies, on a perdu à l'aller. Ici, on va leur faire une grosse guerre. Dans les règles, une grosse guerre. Il va falloir qu'ils aillent le chercher, le match, hein, s'ils le veulent. Hein. Mais faut enlever ce curseur pour sa bascule, pour qu'on se paye. Faut qu'on se paye, les gars, à un moment donné. Faut qu'on soit heureux d'être là. Moi, tous les dimanches, mon plaisir, il est d'être avec vous. Rien à foutre d'aller faire du ski de randonnée. C'est être là avec ses 25 secondes. Et c'est vous. Moi, je retiens, rien à foutre de faire du ski ou de la randonnée, on est là. C'est peut-être la parole du week-end. On a vu un vestiaire quand même soudé malgré les difficultés de l'année. Ouais, on est obligé de rester soudé. D'ailleurs, on l'a toujours été dans toutes les années où moi j'ai joué. On en a connu des saisons difficiles, c'est comme ça. Il faut qu'on reste soudé, qu'on reparte de l'avant. Quoi qu'il arrive, on lâchera aucun match. On va se battre jusqu'au bout et puis voilà, on verra. Alors, on regarde les images de la première mi-temps. Philippe, quelques mots sur ce début de match. Tout ce qu'on attendait en fait. Nous, en tant que coach, on attendait qu'on rentre vraiment tout de suite dans le match. Je pense, c'est des actions, on les pousse bien chez eux d'entrée. Et je crois qu'on marque dans les 4 premières minutes, je crois. Donc t'es plutôt gros début de match. Gros début de match, là c'est Toum qui marque sur une bonne début de première mi-temps. On arrive à marquer. C'est Touaroa. C'est ça, ouais. C'est tout. Voilà, qui marque cet essai. Du côté de Tullin, j'imagine c'est l'inverse, entame un peu compliqué. Ah, entame catastrophique même. On prend l'eau, je crois qu'il y a 10-0 au bout de 5 minutes, je crois exactement. Mais on prend l'eau complet, par contre après... Comment tu l'expliques C'est quoi Je sais pas, c'est compliqué. Après, Thibaut, lui, était sur le terrain en début. Donc, après, nous, on s'est retrouvés un peu dans le cas de Vif. Quand on était en 3e div, on était mal classé. Tu fais des grosses entames. Quand on reçoit le premier, on n'a qu'une envie, c'est de les secouer. Donc vous êtes fait un peu secouer. Nous, je pense qu'on n'y était pas. Eux, ils avaient cette volonté de, dès le début, je pense, nous faire comprendre que ça serait dur. Et nous, on n'est pas sortis du vestiaire. Donc ils ont des bons joueurs derrière qui sont intéressants. Donc on a payé cash les erreurs tout de suite. Ouais, et Thibaut, comment toi tu l'as vécu du coup cette fin de première mi-temps? Parce qu'après j'imagine que Tullin s'est un peu réveillé quand même. Ouais, ça tourne bien pour nous. À la mi-temps on tourne à 13-6, on fait vraiment une belle entame et puis on a une bonne maîtrise sur la première mi-temps. Un peu dommage, il y a quelques choix où il y a un moment où on doit prendre les points. Tu penses qu'en première mi-temps, dans une bonne phase, vous auriez pu mettre plus de points? Pas bien plus, mais si on avait mis un essai en plus, je pense que ça aurait pas été volé et ça aurait permis peut-être d'enfoncer un peu plus le clou. T'es à la mi-temps satisfait, Philippe, toi? Oui, satisfait. Ouais. Et il aurait fallu que ça continue. Quoi. En tout cas, à la mi-temps, t'es satisfait. Tu leur dis. C'est de rester sur cette dynamique et puis de continuer à jouer, continuer à faire ce qu'on est en train de faire et essayer de marquer le maximum de points qu'on peut essayer de mettre. Il y avait du monde au stade? Ouais, ça va. Ouais, c'était venu un petit peu. Justement, à la mi-temps, on écoutera tout à l'heure les coachs, mais on va l'écouter maintenant. Tiens, on me dit. Je crois qu'il y a eu une petite remontée de pendule de Fred Joval. On va l'écouter tout de suite. Oh, ils nous traversent de partout, putain. En 5 minutes, oh. 3 fois, les mecs, ils nous traversent. Là-bas, on plaque pas, rien, oh. Oh, c'est bien de monter comme un avion. Si on prend pas les gonds, ça sert à rien. Ils sont tous à pied, ces mecs. Ils font le match de leur vie. Et nous, on est paisible, tranquille. On attend que Joe fasse quelque chose, oh. Faut se prendre en main, c'est collectif, hein. Alors on se réveille, hein. Si on se réveille maintenant, il n'y aura pas de problème. Hein. Il faut se réveiller, hein. Pas dans 35 minutes. Hein. Oh, on est les premiers de poule. Putain, il faut avoir des couilles à ce jeu, hein, quand même. Hein. On savait que ça allait être difficile, on savait que le public était hostile, on savait qu'on n'était pas sympathique ici. Et ça doit nous rendre plus forts, putain. C'est top, on est en train de les faire douter. Là maintenant, il faut remettre 3, 6 ou 7 points. Il faut remettre 7 points dans les 10 premières minutes ou 20 premières minutes. Et ils vont lâcher, les gars. Ils vont lâcher. Ils sont pas en confiance, leur buteur il est pas en confiance. Il faut pas qu'on se mette le bouillon de chez nous. S'il vous plaît, les mecs, qu'on le sent chaud, fermez vos gueules. S'il vous plaît. De toute façon, quoi que vous dites, tous les dimanches c'est pareil, ça va rien changer. Donc fermez vos putains de plastrons. Stop. Allez.
Ça, j'ai la deuxième phrase du week-end. Fermez vos putains de plastrons. Je sais pas d'où elle m'est venue, mais c'est le premier mot qui est sorti. Allez, on voit les images de la deuxième mi-temps. Garde la parole, Thibaut. Une deuxième mi-temps qui se débute comment, du coup? Eh ben un peu mal, voilà, c'est ce que je craignais, j'avais mis un peu l'accent là-dessus, de tout de suite remarquer des points pour essayer de les mettre à distance. Et au contraire, ils se sont réveillés, ils ont bien tenu le ballon, ils reviennent petit à petit. Nous on prend des cartons qui nous coûtent très très cher. Voilà, d'ailleurs on voit que je sors pour faute répétée. Et voilà, ça nous coûte 7, 10 points. Et puis voilà, on court après le score. Malheureusement j'ai la réussite qui me fuit aussi en deuxième mi-temps. Et ça aurait pu permettre de repasser devant, donc c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Du côté de Tullin, du coup, Thibaut, le message de Fred, il est passé. Bon, il vaut mieux qu'il passe en tout cas. Parce que, il y a un deuxième message derrière. Ouais, qui est encore moins sympa. Donc, non, après, là, il fallait qu'on se réveille et on n'a pas appliqué ce qu'il nous avait dit en début de match, essayer de mettre notre jeu en place, déplacer un peu le ballon et puis en défense, surtout se réveiller un peu. Donc, quand on remet un peu les ingrédients de base, ça fonctionne mieux tout de suite. Ouais. Etienne, tu confirmes du coup la deuxième mi-temps où vous revenez, même si le match est accroché. Oui, forcément. Puis en fait, tout simplement, on a mis la main sur le ballon. Cette année, dès qu'on met la main sur le ballon, on met les équipes en difficulté. Par contre, comme on dit tout à l'heure, le championnat est hyper dense. Donc si on accepte de subir, on prend des vagues. Que ce soit n'importe quelle équipe. Donc il a dit Thibaut tout à l'heure, je pense en 10 minutes. Par contre, nous là, on marque 10 points, je pense, en 10 minutes. Ouais. Donc on a inversé. Et après, à la fin, par contre, c'était chacun son tour et ça nous a souri cette fois. Ouais, la pièce, elle peut tomber des deux côtés. Philippe, j'imagine forcément un peu de la frustration. Tu as senti un peu le match t'échapper tout doucement dans cette deuxième mi-temps ou tu pensais jusqu'au bout Ouais, on pensait. Après, on savait qu'ils avaient quand même des joueurs qui nous ont bien fait reculer au pied. Hein. Ça, c'est ce qu'on redoutait. Hein. Et, on savait comment les jouer, parce qu'on aime bien les jouer aussi. Mais ouais, on savait qu'il y avait quand même deux joueurs qui nous ont bien embêtés au pied, bien laissé chez nous, un peu d'expérience aussi, ce qui nous manque un peu à nous. Et puis après, ça s'est fait. Mais on était accrochés, hein, on les accrochait parce que je crois qu'ils lui marquent un essai, on remarque derrière, on leur fait voir qu'on est présent. Et bon, ça réussit pas. Est-ce que Thibaut, quand on est en fin de classement, il y a des matchs qu'on devrait gagner et qu'on ne gagne pas justement parce qu'il manque un petit peu la confiance, ce truc qui fait que ça accroche pas, quoi. Ouais, tout à fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. C'est une saison, ça se joue à pas grand chose, il y a eu pas mal d'éléments un peu déclencheurs. On perd aussi chez nous en début de saison contre le GUC, un match aussi qu'on doit gagner. Et puis oui, il y en a 4 ou 5 des matchs comme ça où la pièce tourne pas du bon côté. Et voilà, ça fait que c'est une saison un peu noire, mais il faut persévérer, ça va forcément sourire à un moment. Alors, regardez le classement ensemble de cette régionale 1. Tullin, donc premier, 45 points. On va d'abord s'attarder avec vous, Étienne, sur le classement. On va le laisser en fond. Saison pas parfaite, mais pas loin quand même. Leader, une belle différence. On est quand même dans les clous, Étienne. Oui, on s'est donné l'objectif, nous, de se qualifier. En plus, cette année, avec 3 places. Donc déjà, on s'était dit qu'il fallait déjà dans les 3 premiers. Après, on n'a pas été serein là, décembre-janvier. Ça nous fait du bien d'avoir gagné ce week-end, clairement. Ouais. Mais parce qu'au plus, c'est bien pour nous, mais Gex a perdu. Donc ça Par contre, une petite marge sachant que Faucine a gagné, ça fait remonter aussi 4e et 5e. Donc la qualif n'est pas encore faite, on a encore des matchs à aller chercher. Ouais. Du côté de Vif-Mousty, on le voit, là malheureusement, Philippe, le trou s'est un peu creusé. Est-ce qu'on peut encore s'accrocher? C'est quoi l'objectif? C'est d'aller chercher cette 9e place pour peut-être espérer un repêchage? Ouais, de toute façon c'est le but. Hein. Nous, on n'a pas envie, on n'est pas à cette place. On va dire, tous les clubs qu'on a rencontrés nous disent à chaque fois qu'est-ce que vous faites là, parce qu'on arrive à mettre en difficulté tout le monde. Il y a un petit truc qui manque cette année. Cette année, ouais, il nous manque le petit truc, hein, comme disait Thibaut, et j'espère que ça va se faire sur la dernière partie. Prochain match pour vous là? Faucigny. Faucigny, donc pas facile. Ouais. Il n'y a pas aucun match facile de toute façon. Ouais, cette année, c'est ce qu'on disait, hein, c'est que la poule, elle est très dense. Ouais. C'est très dense. Et vous, du côté de Tullin, prochain match? On reçoit Réel 15. Réel 15, donc match à la maison pour confirmer là pour. Ouais, mais après pareil, Réel 15 ces derniers temps, depuis le mois de janvier, eux c'est le contraire, ils ont gagné 2 ou 3 matchs depuis le mois de janvier, donc ils sont sur une dynamique complètement inversée. Ça va pas être simple.
On a un petit bonjour de Laurent Gonnet, hein, qui était en doublon longtemps avec Fred du côté de Saint-Marcelin à l'époque, et qui est avec nous, on le salue, avec son fils, joueur du Servette de Genève. Voilà, c'était pour la R1, poule 3. On grimpe, il y avait des matchs en retard du côté de la Fédérale 1. Fédérale 1, s'il vous plaît. Ah non, j'ai oublié la R1 poule 4, bien sûr, merci. Effectivement, la poule 4... en plus, une poule, je suis obligé de revenir vers toi, Stéphane, puisque c'est la poule que tu maîtrises. Émeu qui s'impose à la maison contre Romont-Péage. Tiens, tu vas me dire un petit mot sur chaque match. On ne le fait pas forcément sur cette poule d'habitude, c'est bien. Romont-Péage qui vit quelques saisons difficiles après une embellie là, il y a quelques années en Fédéral 3. C'est plus compliqué. Hein. Ouais, ils ont pas mal de joueurs qui ont arrêté. Ils repartent avec des jeunes, donc ils vont certainement descendre. Après, ils s'accrochent à la 9e place où ils vont lutter avec Priva. Ouais. Mais voilà, le président qu'on a rencontré fait un gros travail au niveau des jeunes. Voilà, ils repartent un peu de l'avant. C'est la vie de tous les clubs, hein, je pense. Oui, c'est les cycles, hein, de toute façon. D'avoir des joueurs compétitifs. Et puis après, malheureusement, même à ce niveau-là, hein, on ne va pas se le cacher, il y a des défraiements qui font la différence pour les clubs. Donc voilà, c'est... Effectivement, ça c'est un sujet qu'on abordera. On fera une émission un jour là-dessus. Et eux, par contre, eux, ont récupéré un peu des anciens Saint-Jeanais, donc ils étaient annoncés comme la grosse équipe de la poule, et puis ils vont batailler pour la qualif quand même. Ouais, en tout cas, ils font une belle victoire là à la maison. La Voulte, tu as joué alors dans un des clubs culte du rugby français, quand même. La Voulte, c'est un des clubs historiques, hein, le club des frères Cambert-Abérault, qui s'incline. La Voulte, c'est un club quand même qui se reconstruit, qu'on aimerait, nous, tout passionnés de rugby, revoir au niveau fédéral, un jour plus haut encore. Et ils s'inclinent à la maison, là. C'est pas le bon week-end. La Voulte, apparemment, ils ont pas eu le temps de la plagne, ils ont eu de la pluie, donc d'où le score plutôt étriqué. Ils prennent le bonus, mais ils ont du mal à repartir. Là où ils n'avaient pas trop réfléchi à l'époque, c'est qu'il fallait avoir des jeunes pour derrière, puisque quand le club est reparti en 4e série de l'époque, il y avait tous les anciens de Fédéral 2, donc ils ont fait quand même 2 demi-finales d'affilée de championnat de France. Mais quand ces gens-là ont arrêté, ils n'avaient pas trop de relève, donc c'était un peu plus compliqué. Canton de Marsanne vivent une belle saison, ils sont premiers de poule aussi. Ils montent de Régional 2. Et j'espère pour eux qu'ils ne feront pas comme l'année dernière où ils n'avaient pas perdu un match et puis le seul qu'ils ont perdu c'était en finale et ils ont dû leur accession à l'équipe de barrage qui a refusé de faire le match de barrage, donc ils sont montés à R1 et voilà, c'est tant mieux pour eux. Petit message en régie pour les bandeaux, si on est OK, c'est tout bon. RIE qui s'impose à l'extérieur côté de l'Ovalie. 42-26. RIE, c'est l'équipe qui a le calendrier, on va dire, le plus propice à accrocher la 3e place, puisqu'ils vont recevoir Saint-Genis-Laval. Ils ont reçu Émeu qu'ils ont battu. Et ils vont aller au dernier match de poule à Marsanne. Donc ils ont un bon calendrier pour pouvoir accrocher la 3e place qualificative. 4e match, Saint-Genis-Laval qui s'impose contre Priva. Là aussi, Priva qui vit quelques saisons difficiles alors qu'ils étaient montés il y a quelques années en ils sont remontés cette année. Ils vont, je pense, se maintenir à la 8e place ou peut-être accrocher la 7e avec la Voulte. Ils reconstruisent doucement. C'est pareil. Hein, il y avait un président emblématique. Et puis la relève n'a pas été assurée. Donc c'est un peu plus compliqué. Puis Saint-Genis-Laval qui récupère un peu les jeunes formés dans la région lyonnaise et qui tourne bien, qui est un très beau club. On avait eu d'ailleurs il y a 2 ans où tu avais commenté les finales à Gerland, une belle finale entre Saint-Genis-Laval et RIE qu'on retrouve cette année en honneur. Hein. Effectivement, et Bourg-Saint-Andéol. Alors ça c'est la grosse surprise du jour. C'est la grosse surprise du jour parce que Le Teil était premier ex-aequo. Et Bourg-Saint-Andéol, mine de rien, fait son petit bonhomme de chemin. Ils doivent être 5e, je crois, au classement. Arrive à accrocher des matchs à la maison, aller gagner des matchs à l'extérieur. Donc c'est la belle surprise de l'année, sachant que c'est un club qui était pas loin de redescendre en Régional 3 il y a 2 ans. Donc très belle surprise de Bourg-Saint-Andéol. Je réponds à mon ami Jean-Victor Bertrand qui me dit Le Teil, on n'en parle pas. On vient d'en parler, Jean-Victor. On y est. Jean-Victor est du VS quand même. Oui, c'est Valence Sportif. Valence Sportif. Ça n'existe plus malheureusement. Malheureusement, oui. Voilà. Enfin malheureusement, je ne sais pas d'ailleurs, malheureusement ou pas, mais il y a beaucoup de gens qui regrettent le Valence Sportif. Hein. C'est un club qui avait marqué les esprits à l'époque. Les gens du Valence Sportif ont créé une association qui s'appelle Les Enfants des Baumes et qui pratiquent du rugby à 5. Donc Jean-Victor
Voilà. Tu peux aller les rejoindre. Jean-Victor, en plus, qui a repris une forme olympique, qui fait beaucoup de sport. Et Pistolero, s'il veut revenir au rugby à 5, en tout cas, moi, je serais très heureux de l'avoir. Je t'embrasse, mon cher Jean-Victor. Deux messages, j'ai oublié tout à l'heure, si on peut mettre le classement déjà de la Régionale 1 Poule 4, avant de passer à la suite. Canton de Marsanne, donc leader devant Saint-Genis-Laval, Le Teil, 3e, RE, 4e, 5e. Derrière, l'Ovalie 15 et les Romano-Péageois sont avant-derniers. Une petite photo, c'était l'anniversaire, et il fallait le donner, de Philippe Papini, le président de la Mure, qui est à 20 ou 25 ans de présidence, je ne sais plus, j'ai un petit doute, et qui a priori fait sa dernière année en tant que président. Donc voilà, le club voulait lui souhaiter un joyeux anniversaire. Et moi j'ai un autre Philippe, non c'est toi Philippe, on me dit, il faut que je te dise que n'oublie pas que demain tu bosses, signé Le Vieux, donc ça devrait te parler. Ça va être voilà. Voilà. Et Jean-Victor qui nous dit vive le Valence sportif. Évidemment, on peut maintenant passer à la Fédérale 1, s'il vous plaît. Il y avait des matchs féminines, ça c'est la féminine de la Fédérale 1, que je ne me trompe pas, avec Besançon, Bourgoin qui s'est imposé à la maison, effectivement, voilà, et Nancy et Chambéry, surtout à l'extérieur du côté de Rumilly. Le classement de cette Fédérale 1 féminine, Nancy est premier devant Besançon, Chambéry 4e, Rumilly dernier, Bourgoin 5e. Voilà pour la fête une poule. La Fed 1 poule 2 maintenant chez les filles, avec notamment le GUC et les Coccinelles qui continuent leur super championnat, qui s'impose à Narbonne 24-20. On va regarder le classement de cette Fédérale 1 poule 2. Le GUC est leader, les Cox 28 points devant Gaillac, 21 points, Nice et Millau. Voilà maintenant l'élite 1 avec les Amazones qui s'incline malheureusement dans un déplacement difficile du côté de Blagnac, 32-17. On remarquera que Romagna s'incline aussi à la maison face à Toulouse et que le Loup s'incline du côté de Montpellier. Le classement avec Toulouse premier devant Romagna, Bordeaux, Blagnac, Montpellier, les Amazones derrière. Attention quand même parce que les places devant, l'écart commence à se creuser pour les filles de Grenoble. La Fédérale 1 masculine, on avait quelques matchs également qui se jouaient. Alors, ce n'était pas des matchs en retard, c'était une journée normale. Et on va commencer par Vinay. Vinay qui s'incline lourdement du côté de Agde. Match difficile pour nos amis vinois. Qui ont pris un petit peu l'eau et qui vont devoir se ressaisir dans un championnat de Fédérale 1 qui est très très difficile. Il y a un très gros match, un gros derby qui arrive contre Saint-Jean-Royan pour Vinay. Voilà, la saison, on rappelle, Vinay qui est promu et qui va s'accrocher évidemment. Vinay, un club de cœur que tout le monde connaît bien. On va enchaîner avec Annecy et là, c'était la très belle surprise. Les Annéciens qui s'imposent à la maison 47-14 et ça va changer un petit peu. Vous avez le bas de classement parce qu'Annecy était dernier, avait besoin d'aller reprendre des points. Ils en mettent 5. Le bar qui marquera par Évar, Jacquemet, Pelzi, Rambaud, Dierik et Verstraet, pardon, je l'avais mal écrit, et Annecy qui va marquer 5 points qui vont leur faire énormément de bien. On va voir quand même leurs essais. Et on est très heureux pour le staff d'Annecy qu'on embrasse, Toto Perotto, qu'on recevra bientôt sur le plateau. Berlétan s'impose contre la Valette 29-15. Château-Renard fait tomber Montmélian. Et oui, Montmélian, il fallait que ça tombe. Et elle récupère quand même, malgré tout, le bonus défensif. Nos amis montmélianais, ils sont pas allés voyager à vide avec Betchem, qu'on avait reçu sur ce plateau, qui a marqué, et Eke. C'est Duparchi, Garcia et Marin qui marqueront pour Château-Renard. Point de bonus, malgré tout, défensif pour Montmélian. Du côté de Château-Renard, Nuit Saint-Georges s'impose contre Gruissant. Et là, on a les images. C'était un match au sommet. Du côté de Saint-Jean-Royan qui recevait Annonay. Et Annonay, grosse équipe. On a eu le coach de Saint-Jean au téléphone qui nous a dit contre des grosses équipes comme ça, il ne faut rien laisser passer, sinon ça va très très vite. Et les Annonayens qui s'imposent 19-10 du côté de Saint-Jean-Royan sur un très gros match. Voilà, l'équipe de Annonay, vous voyez, hop, avec ce fameux poteau qui est derrière la caméra, toujours du côté de Saint-Jean. Il y avait toujours beaucoup de monde également à Saint-Jean-Royan. Et on remercie Romain Vénia qui nous a envoyé ces images.
Voilà, du côté là aussi un terrain, je crois qu'il y a terrain en pente. Oui. Le 3e terrain en pente du coin. Dans notre on le fera un jour, ce classement des terrains en pente. Le classement de la fête d'une poule 2, Montmélian est leader devant Annecy et Nuit Saint-Georges 3e, Saint-Jean-Royan 4e, Bédaride 5e, Gruissant 6e, Château-Renard, Agde, Lavalette et Berlétan. On va se concentrer sur le bas de classement puisque Annecy, en gagnant, revient à 25 points, Vinay 27, Berlétan 29, Lavalette 32. Ça se resserre drastiquement dans cette fin de classement. Ça va être une deuxième partie d'année très intéressante. Voilà pour la Fédérale 1. On a fait globalement le tour de nos résultats et on arrive au bout de cette émission. Alors, l'occasion de vous remercier chacun. Messieurs, du côté du RCVMT, on vous souhaite du courage et puis d'aller chercher cette victoire. Des fois, il suffit d'une étincelle pour que ça reparte. On l'a vu avec Visil-Volnavé qui avait vécu des mois compliqués puis qui a enchaîné 4 victoires en 5 matchs. Faut toujours y croire. Ouais. Allez. Pour l'invitation, en tout cas. Allez, merci à vous d'être venus. On a dit prochain rendez-vous pour le rugby à 5. Tu m'as dit en mai, je crois. Dernier week-end de mai. Ouais, dernier week-end de mai. À Tournon-sur-Rhône. À Tournon-sur-Rhône. En tout cas, le rugby à 5. Si des clubs veulent s'y mettre, qu'ils n'hésitent pas à te contacter, voilà, j'imagine qu'il y a des contacts ou adresse mail rugby5@ligora-6ffr.fr. Voilà. Puis petit mot, on est quand même là. Thierry Tonnelier le rappelle souvent, mais on est la première ligue de France avec plus de 3600 licenciés. En rugby à 5. En rugby, que du rugby à 5. Oui. Le rugby à 5, c'est vraiment plus le rugby, tu l'as dit, pour tous les âges tout à l'heure, il faut vraiment retenir ça. On peut jouer avec sa femme, sa fille, son petit-fils. C'est ce que tu vas faire. Donc voilà. C'est ce que je vais faire. Ouais. C'est génial. Mathieu, merci. Peut-être un rendez-vous important, la Ligora qui co-organise le match au Stade des Alpes quand même. L'ouverture du tournoi destination féminin avec le France-Italie le 11 avril prochain, 13h25. Billetterie ouverte déjà. Billetterie ouverte déjà. Billetterie ouverte. On aura la chance sur la Ligue de également 15 jours plus tard co-organiser le France-Irlande au stade Marcel Michelin à Clermont-Ferrand. Avec deux beaux matchs. Exactement. Un petit mot sur celui au Stade des Alpes. L'objectif, comme d'habitude, c'est de remplir un maximum de personnes. On se fixait comme objectif entre 15 et 20 000, bien sûr. Magnifique. Et donc, une belle ouverture, développement du rugby féminin. On fait beaucoup d'actions avec la Ligue autour du rugby féminin. Donc, vous êtes tous les bienvenus, bien sûr. Parfait, merci beaucoup Mathieu du côté de Tullin, merci d'avoir fait le déplacement. Là aussi, on vous souhaite une bonne fin de saison et puis de retrouver cette fédérale. Déjà faire les phases finales, après fédérale on verra, mais déjà se qualifier en phase finale, c'est déjà une bonne chose. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 9e déblayage. En attendant, très bonne semaine. Ciao, ciao.